Et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'Infotech. Nous sommes en compagnie de Thomas. Bonsoir à tous. Alors, Alors, et notre petit sommaire. notre petit sommaire. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de hardware, notamment avec un petit classement des ventes de processeurs chez Amazon, donc un petit classement assez intriguant. Intel qui prévoit du 1,4 nanomètre pour 2019, info un peu incroyable. On verra bien. 2029, pas 2019. J'ai dit quoi? Non, je me suis trompé. 2019. Si. Ouais, 2029. On en reparlera. Il paraît quand même incroyable. Les transistors Bison, on va vous en reparler, mais voilà, c'est très très intéressant. Intel, toujours dans le gouffre des chiffres, qui ont un peu du mal à relever la tête. Les Ryzen 4000 fin 2020 chez AMD, assez incroyable aussi. TSMC et un peu de 5 nanomètres, on va vous en parler. Le G-Sync peut-être bientôt compatible avec les écrans, avec d'autres technologies de synchronisation. On va aussi aller jeter un petit œil du côté du Mac Pro qui est enfin disponible sur l'Apple Store français. Vous allez voir, ça chiffre. Un peu de mouvement chez Alphabet, la maison mère de Google. Ensuite, on va vous parler vite fait de smartphones, avec notamment le Snapdragon 865 qui a des prouesses assez folles en photo. On va en reparler. Orange aussi qui annonce la fin du cuivre pour 2030. Bon. Et enfin, on va terminer sur une petite info assez incroyable. Une Tesla Model S qui dépasse le million de kilomètres. C'est quand même pas mal. Voilà. Et du coup, je te laisse tout de suite la parole, Jérémy, parce que tu vas nous présenter le petit classement des ventes de processeurs. Effectivement, on arrive à la fin, enfin on est à la fin de l'année, hein, on n'a jamais été aussi proche de 2020, et donc on va dire que la plupart des marques et même des ventes, etc. se font, enfin on est en pleine période de bilan, et donc Amazon a sorti le sien concernant les processeurs. Alors ici on va parler de deux classements, ceux des ventes US, donc aux États-Unis, et ceux des ventes en France. Vous allez voir, les classements sont quand même assez différents, mais vous allez voir aussi que Intel, on l'a dit, on l'a répété, et là on a des chiffres qui prouvent. Alors oui, c'est que Amazon, mais Amazon étant quand même une très grosse partie des ventes, ça donne une bonne idée on va dire, des ventes globales. Et surtout, on avait vu aussi que chez Mind Factory, AMD était aussi devant, donc c'est vraiment une tendance que, quel que soit le revendeur, et vous allez le voir, les classements parlent d'eux-mêmes. Donc, Amazon US. Donc, en première place, nous avons le Ryzen 7 2700X. Donc, on parle de la génération qui était sortie l'année dernière en Zen+. On a ensuite en deuxième place le Ryzen 5 2600. Et ensuite, on a le 3600 qui arrive en troisième place. Donc, quand même, la troisième gène a quand même. Enfin, le 3600 est quand même remonté là. Ensuite, on a deux corps de chez Intel en 4 et 5e place. Donc, le i5 9600K et le i9 9900K. En sachant que le i9 9900K était surtout, avant cet été, le meilleur processeur pour le gaming. Bon, voilà, ça a bien changé depuis. On a en 6ème place le Ryzen 7 3700X, le Ryzen 7 2700 qui le suit à la 7ème place. Et globalement, ensuite, vous avez que des Ryzen, si ce n'est qu'en 13ème place, vous avez un i7 9700K. Donc, sur 15 places, sur les 15 premières ventes, top des ventes, vous avez que 3 Intel. C'est vraiment pour dire à quel point AMD c'est vraiment assis, a vraiment prouvé que, enfin, voilà, ils sont arrivés, ils se sont imposés, quoi. En France, c'est un petit peu plus nuancé, notamment dans le top 3, où au final, il y a quand même un Intel, le i7 9700K, alors que le 9900K, il arrive que 7ème, contrairement aux US où il est un peu plus haut. Par contre, on voit que le Ryzen 5 3600 est passé premier, ce qui est étonnant sans vraiment l'être, mais ça veut dire qu'en France, on a plus acheté la troisième génération du coup, parce que la troisième place, c'est un 3700X, et ensuite, globalement, les anciennes générations, c'est parce que les tarifs ont été très intéressants, notamment là, il y a eu les Black Friday, etc. Et du coup, les gens ont plus acheté ces processeurs-là, on peut notamment parler du Ryzen 3200. Alors, bon, il est vieux, il a 3 ans, mais il devait être à des prix vraiment incroyables. Et voilà, personnellement, rien ne m'étonne.
Si ce n'est qu'il y a quand même un peu d'Intel en France, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Intel. Bon, ils dominent pas du tout parce que c'est-à-dire qu'ils ont même pas la moitié des tops des ventes. Mais un peu plus Intel en France, on reste un peu accroché à Intel, j'ai l'impression. Voilà, mais je pense que globalement, les prix AMD ont quand même fait mal à Intel. Et Thomas pourra vous le dire, il a acheté un 2600 récemment. Et ouais, je pense que Ouais, très ça récemment. justifie pas mal. Ouais, très récemment. Bah, Du c'est-à-dire que coup, il est quand même vendu 130 € actuellement, si je dis pas de bêtises, dans ces alentours-là. Après, les prix changent tous les jours selon les sites. Mais pour ce prix-là, vous avez quand même un processeur assez incroyable. Et j'en parlais rapidement avec Jérémy. Si dans l'entrée de gamme, les solutions Intel aujourd'hui sont extrêmement performantes, donc j'entends en dessous de 200-250 €, euh, bah, on trouve quand même du Ryzen de génération légèrement plus ancienne à des prix tellement intéressants que, mine de rien, Intel est intéressant, oui, mais sur la dernière gêne. Si on prend une ouais, c'est gêne un ça. peu en dessous pour bénéficier de meilleurs prix, AMD reste devant. Et je pense que ça va continuer encore comme ça l'année prochaine. On verra si le marché nous donne raison, mais moi je suis relativement convaincu. Après, un petit mot sur le classement, bah, c'est pas étonnant. Oui, non, Ce c'est qui pas étonnant. m'étonne, ce qui m'étonne par contre, mais c'est peut-être parce que j'ai pas le même budget que tout le monde, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent vraiment du très haut de gamme. Sans parler, enfin, aux US, oui, il y a le Ryzen 5 2600, donc celui d'ailleurs que je viens d'acheter, qui est en deuxième position. Mais je vois quand même qu'il y a le R7 2700X. Et Il est plus si cher que ça, hein, le 2700X, hein, honnêtement. Tu mets ouais, 300 c'est peut-être euros, une t'as question de un. prix, j'en sais rien. C'est peut-être une Ouais, je question sais de prix, pas. mais j'en sais rien. Mais pareil, en France, enfin, Ryzen 7 et i7 quand même en deuxième et troisième place. En troisième et deuxième place. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah après, Ah, ce voilà. qui Je est trouve, je étonnant en trouve France, que, je trouve que le haut de gamme est très haut. Bon. ouais, en France, on n'a pas de 2600 tout court. Il y a le 2600X, mais il n'y a pas le 2600 dans le classement. Ce qui est étonnant aussi. Voilà. Étonnant. Enfin bon, On on va poursuit chez peut-être le concurrent, du coup. parler Du de coup. cette annonce incroyable que nous a fait Ah, Intel. J'en reviens toujours pas, franchement. Je suis tombé sur le cul quand j'ai lu ça, bah, ça nous quand j'ai fait lu ça sourire en un fin de peu aussi, matinée. surtout. Enfin, moi, ça m'a fait Incroyable, sourire. Ça m'a fait sourire incroyable. personnellement. Vas-y, je te laisse expliquer ça. Alors, Intel a fait une conférence pour ses investisseurs, notamment, et ils ont présenté leur roadmap, donc leur feuille de route, savoir ce qu'ils vont faire dans la prochaine décennie en l'occurrence. Et donc, ils ont annoncé que effectivement le 7 nanomètres arriverait en 2021. Ça, à la limite, ça avait été leaké plusieurs fois et tout. Il n'y a rien de trop, on va dire, incroyable. C'est la suite qui est très étonnante. Ils ont annoncé du 5 nanomètres pour 2023, du 3 nanomètres pour 2025, du 2 nanomètres pour 2027 et du 1,4 nanomètre pour 2029. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est en théorie, parce que si on s'en raccroche actuellement au calendrier, on est toujours en 14 nanomètres. On peut voir 2019, il y a écrit 10. Je sais même pas s'ils ont fait le 10 nanomètres plus. Je vois que ils veulent faire déjà du 10 nanomètres plus plus. Ouais, ok. C'est Enfin sûrement bref. qu'en stock et en essai, ils ont du 10 nanomètres et peut-être même déjà du 10 nanomètres plus, mais c'est pas, ça ne sort pas des usines. Ouais, je pense aussi. Mais le seul truc qu'il faut prendre en compte, personnellement, j'espère pour eux qu'ils vont y arriver, parce que sinon, enfin, selon moi, c'est le seul moyen qu'ils arrivent à pas, ils remonteront pas aussi haut qu'ils l'étaient il y a encore 2 3 ans, mais qui se remettent dans la course. Parce qu'actuellement, ils le sont plus du tout. Et s'ils arrivent à tenir ces dates, ils seront toujours un peu en retard parce que, on en reparlera après, mais AMD, le 5 nanomètres, bon, voilà, c'est pas dans si longtemps que ça. Et Intel sera encore un peu en décalé. Mais s'ils tiennent ces calendriers, ils seront vraiment en avance. Et surtout qu'AMD, pour l'instant, leur roadmap s'arrête à 5 nanomètres. On n'a pas plus après. Après, il y a eu d'autres contraintes avec les finesses de gravure, dont on reparlera juste après, c'est l'article d'après. Mais voilà, je pense que il y a un truc, c'est Intel a
pas réussi son pari sur le 10 nanomètres, galère de ouf et à tenir les cadences de production en 14 nanomètres actuellement. Euh, et le 7 nanomètres arrête pas d'être repoussé. Donc là, actuellement, en 2021, pour moi, c'est peut-être faisable, enfin c'est faisable, mais est-ce que le 10 nanomètres va pas, par exemple, ce qui s'est passé avec le 10 nanomètres va pas avoir lieu au 5 nanomètres. C'est un peu, voilà, on verra, hein, on verra. On espère pour eux qu'ils vont y arriver, enfin, en tout cas j'espère pour eux, mais c'est... Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi, personnellement, ouais. Bah, j'ai envie de te dire, on verra bien. Après, je vais un peu rebattre les cartes. Franchement, notez la date parce que c'est un truc incroyable. Je vais défendre Intel. Euh, comment dire? Pour cette année, et même l'année dernière, Intel a eu un petit souci qui explique peut-être le retard du 10 nanomètres. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais en tout cas, c'est fort probable que quand même ça les ait un peu embêtés. Euh, les gros acheteurs de processeurs Intel ont très mal évalué le marché de 2018 et de 2019, ce qui fait que, en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que par rapport à... Enfin, ce qu'on ne sait pas, si on le sait, mais on vous répète tellement souvent d'autres choses que ça ne vous fait peut-être pas tilt dans vos têtes, mais Intel a réalisé des années exceptionnelles. Comment est-ce que je peux expliquer mieux ça? Ils ont fait, en 2018, si je dis pas de bêtises, ils ont fait 150% des ventes prévues, sachant qu'ils n'avaient pas prévu super large, parce que le marché était en baisse, et au final, le marché n'était pas autant en baisse que ça, et il y a eu beaucoup trop de ventes. Et le problème, c'est que leurs usines, elles tournaient à fond. Ils ont installé des nouvelles lignes de production, du coup en 14 nanomètres. Et le truc, c'est que comment est-ce qu'on peut lancer de la production de 10 nanomètres quand on n'a pas de place pour lancer du 10 nanomètres? Voilà, là je les défends un peu pour le coup. Et le problème, c'est que voilà, du coup, ils ont dû tellement charbonner sur le 14 nanomètres que ils ont dû un peu délaisser le futur. Et là, je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire de meilleurs investissements et ils vont essayer de enfin de lancer vraiment le 10 nanomètres, et peut-être que la machine sera repartie. Après, on ne sait pas trop au niveau innovation où est-ce qu'ils en sont, parce qu'ils nous parlent de 1,4 nanomètres. Je vais évoquer une possibilité juste après, mais on ne sait pas si ils sont vraiment capables de le faire. Donc, on verra bien. Je te renvoie la parole si tu as un petit Ouais, truc à ben, dire. ce que je rajouterais, c'est que même si effectivement il y a cette histoire de capacité de production, etc., qu'ils ont dû délaisser le 10 nanomètres, ils ont clairement dit à plusieurs reprises, là encore cette année, ils n'arrivent pas à avoir un process de gravure correct. Alors même s'ils ont mis moins de temps et moins d'argent, peut-être dans le développement du 10 nanomètres, il n'empêche que ça fait 1 ou 2 ans qu'ils galèrent de ouf. Donc du coup, ça compense moyennement. Mais oui, effectivement, Intel a quand même eu plus de demandes que prévu. Donc du coup, ils ont dû remettre des lignes de production en 14 nanomètres. Mais voilà, ils sont fait un peu dépasser par les événements sur plein de points. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à suivre au final. Que ça soit On en revient sur toujours la là, ils production, suivent pas. ouais, et que ça soit technologiquement parlant, que ça soit commercialement, ils ont fait vraiment des grosses boulettes sur la com. On en reparlera encore après. Mais ouais, voilà. Mais après, Intel peut encore se ressaisir. Si le calendrier tient, il y a moyen qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Évidemment, ils auront plus leur place de dominant, de leader dominant sur la scène des processeurs. C'est fini, AMD est quand même vachement revenu et je pense pas que on va réavoir une inversion. Ça m'étonnerait. Je pense que ça va vraiment bien se jouer. Mais voilà, on verra Intel. J'espère pour vous que ça va aller mieux parce que là, même si vous avez fait des bonnes années, c'est la suite qui me fait peur pour vous. On verra bien. Voilà. Justement, tu nous parlais des process de gravure on va parler des transistors. Bizen. Qu'est-ce que c'est? Du transistor Bizen. Alors, rapidement pour remettre en contexte,
Il faut savoir qu'un processeur, c'est constitué de plein de millions, même aujourd'hui, de transistors. Donc c'est, un petit composant électronique qui fait juste, laisser passer le courant ou non. Voilà. Aujourd'hui, on utilise une technologie qui s'appelle le CMOS. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que, le CMOS, c'est à la base de tout ce qu'on fait en électronique, notamment dans les capteurs photo. On entend beaucoup parler de CMOS. Mais il faut savoir aussi que c'est, CPU, GPU, et que sais-je, même des transistors classiques aujourd'hui, c'est du CMOS, même des gros transistors. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a une petite équipe qui a mis au point un nouveau type de transistor appelé le Bizen, qui se base sur, une diode qui s'appelle la diode Zener. Une diode Zener qui est un peu particulière parce qu'il tire parti de ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui est un effet, assez problématique, avec les capteurs CMOS. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que même moi je suis pas capable vraiment de vous expliquer, physiquement parlant comment ça fonctionne parce que là on rentre dans la physique quantique et voilà. Du coup cet effet tunnel, c'est un problème en CMOS parce que, heu, de par son architecture, si on gère pas l'isolation du CMOS, ce qui est un problème quand on réduit la finesse de gravure. L'effet tunnel, ça fait s'échapper des informations du transistor. Ce qui fait que, par effet tunnel, heu, l'état du transistor va se propager au transistor d'à côté. Ce qui va totalement défoncer, les calculs en cours du processeur. Ce qui fait que, l'ordinateur globalement il marche pas. Ce petit Cette petite diode Zener, elle utilise cet effet tunnel pour faire passer non pas le courant dans un seul sens, mais dans les 2 sens. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que, le transistor Bizen, basé sur cette diode Zener, est incroyablement plus petite que le transistor CMOS et a beaucoup d'avantages. Alors, j'essaye de remettre bien mes idées en place pour que, vous arriviez à suivre, mais, là, il y a aussi d'autres avantages, je pense, sur la facilité du process de gravure, donc de fabrication. Le Bizen est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à produire, là où un CMOS, il faut 20 couches, parce que quand on fait de la lithographie, on fait plusieurs couches. Donc la lithographie, c'est, le processus de gravure. Un CMOS classique, il faut 20 masques, donc 20 passages. Sur un transistor Bizen, il faut seulement 8 passages, ce qui fait, plus de 2 fois moins de passages. Le fait qu'il soit aussi beaucoup plus petit que le CMOS, ça veut dire qu'on peut facilement augmenter la densité de transistors, donc mettre beaucoup plus de transistors dans un même circuit et du coup, réduire la finesse de gravure beaucoup plus facilement encore et c'est là où vraiment c'est vraiment incroyable. De plus, par rapport au CMOS, il est beaucoup plus résistant, il gère mieux la température, il est beaucoup moins sensible à des problèmes de voltage. Hem, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais même pas, ouais, vous voyez un peu la comparaison là et il y a aussi le bipolar TTL donc c'est encore un truc qu'on utilisait avant. Le Bison ressemble plus au système bipolar. Après, je vous invite vraiment à lire l'article parce qu'il est super intéressant et on peut pas, là, on va pas prendre, 1 heure pour rentrer vraiment dans les détails. L'article est rapide à lire, hein, c'est facile à comprendre, mais faut se poser un peu, quoi et donc voilà, c'est vraiment intéressant et un peu la conclusion dans tout ça, c'est que quand on sait que, Intel a un peu du mal à passer au 10 nanomètres, s'ils étaient capables de mettre en place le Bizen, passer au 1,4 nanomètres serait pas improbable. Voilà. Maintenant, il faut savoir que, ça reste tout ça théorique et que d'abord, va falloir faire des essais avec, des petites puces, du genre des trucs,
des trucs classiques, enfin des petits transistors. On va pas commencer à faire des processeurs en x86 pour mettre dans vos ordinateurs tout de suite parce que c'est des architectures très compliquées. Mais sur des petites architectures toutes simples, on peut voir d'ici 2, 3, 4 ans arriver ces transistors Bizen. Et si ça marche bien, ça me paraît pas improbable que le fameux processeur 1,4 nanomètres soit avec des transistors Bizen. Voilà, je sais pas si tu as un petite remarque à faire, Jérémy. Ben, en fait, enfin, aujourd'hui on est obligé de passer par autre chose parce que nos process de gravure actuels vont se heurter à la limite physique. Genre, on peut pas faire moins que. Je crois que c'est 5 Oui, nanomètres la limite? euh, je Peut-être un crois. petit peu Je veux moins, pas, mais je veux on pas peut pas descendre, m'avancer on peut trop. pas arriver à 1,4 avec En fait, il y les a transistors actuels. pour faire simple, le CMOS, il est assez important en niveau taille. Et à un moment, faut savoir que on isole avec. Alors, je sais plus le nom du métal, mais voilà, il y a un isolant. Et le maximum qu'on peut faire en isolation, c'est 4 atomes de ce matériau. Et bah, on peut pas réduire la taille des atomes au bout d'un moment. Donc si la limite, enfin, si la limite c'est 4 atomes, on ne pourra pas faire plus petit que 4 atomes. Donc avoir une nouvelle technologie qui permet de faire des transistors beaucoup plus petits, qui, le Bisen, je ne l'ai pas dit, mais il demande presque aucune isolation par rapport à du CMOS. Donc non seulement il est beaucoup plus petit de par sa taille et son organisation, mais en plus, il demande beaucoup moins d'isolation. Donc entre chaque transistor, il y a encore besoin de moins de place. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc peut-être oui qu'on la miniaturisation du Bisen sera peut-être pas aussi rapide que sur le CMOS, mais déjà il y a plein de soucis physiques qu'on a actuellement avec le CMOS, de limites physiques, que sur le Bisen, ces limites seraient beaucoup plus éloignées. Alors je dis beaucoup, ça reste physiquement parlant, c'est beaucoup, mathématiquement parlant, c'est pas beaucoup. Mais voilà, parce qu'on est dans des micro-mesures. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Ouais, c'est C'est vraiment du, tout petit. c'est du micro-environnement, c'est vraiment incroyable. C'est dans l'incroyablement petit, voilà. Donc il y a un moment où c'est compliqué. Déjà actuellement, on s'en rend pas forcément compte, mais ce qu'on fait actuellement en processeur, c'est même le 14 nanomètres de Intel, c'est déjà un truc de ouf. Alors quand AMD fait du 7 nanomètres, bah forcément on est sur le cul parce que physiquement parlant, 7 nanomètres, c'est assez incroyable. Mais bon, Ouais. voilà. Du coup, un petit transistor qui a de l'avenir et que voilà, je sais pas si vous avez bien suivi tout ce que j'ai raconté, mais je vous invite à aller lire l'article et maybe si ça vous intéresse à checker un peu par vous-même Voilà, sur Wikipédia ou d'autres sites. Mais voilà, il sera disponible en description de la rediffusion. en description de la rediffusion. Sinon, vous tapez transistor Bizen 01 net sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver tout de suite l'article qu'on est en train de vous montrer. Exactement. Voilà. Intel. Alors, Intel, ils ont encore fait des sacrées gaffes cette semaine. Alors, il faut savoir que Intel, on l'a vu, voilà, ils sont pas en position dominante et ils aiment pas ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une conférence. Intel Asie a fait une conférence et a montré que ouais, leur processeur était meilleur que les concurrents parce que voilà, enfin voilà. Pourquoi? Bah, ils ont utilisé leurs propres trucs de test, enfin, leur propre phase de test, si vous voulez. Et on va dire que ils ont critiqué toute la presse spécialisée, que eux ils faisaient pas des tests corrects, voilà, c'est de la merde. En gros, ils ont craché de ouf sur la presse spécialisée, comme quoi ils faisaient pas des choses correctes. Et en plus de ça, ils ont rajouté que eux étaient vraiment supérieurs à tout. Sauf que en gaming, on a vu que depuis les Ryzen 3000, bah ça se voit même pas en fait la différence entre un AMD et Intel. En applicatif, bah globalement, en applicatif, Intel se fait éclater. Et enfin, Intel a beau prouver par A plus B que ouais, on est meilleur. En fait, il faut à un moment donné qu'ils arrêtent de mentir. Le truc, c'est qu'ils s'enfoncent et en fait, ils sont en train de faire
c'est pas la première fois, mais ils font de la com très mensongère au final. Et c'est pas bon déjà pour eux, mais pour nous, parce que enfin, ça me donne pas trop confiance en Intel. Et enfin, c'est pas la première fois. Et ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent. Et à un moment donné, on est en mode, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Parce que ils ont plus d'arguments en fait. Ils sont tellement derrière, ils ont tellement plus de choses en stock qu'ils en sont à un stade où, ok, bah on préfère mentir, fausser des chiffres, dire que la presse spécialisée c'est de la merde, et nous faire nos propres process de test de nos processeurs et montrer que c'est mieux. Bah oui, mais c'est vous, donc forcément vous n'allez pas dire, oh effectivement ça tourne moins bien. Voilà. Donc c'est vraiment moyen. Et en plus, ils ont fait des comparaisons avec des processeurs qui sont pas du tout dans la même gamme. Ils ont comparé un haut de gamme Intel avec un milieu de gamme AMD. Ça va pas, il faut comparer un haut de gamme AMD avec un haut de gamme Intel. Et là, bah oui, forcément, Intel, bah, il va être derrière. Ah oui, mais si on compare un milieu de gamme AMD et un haut de gamme Intel, forcément, AMD va être derrière, vous comprenez. Il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est ridicule. Et on arrive dans un stade où, bah ouais, Intel sait plus quoi faire pour attirer ses clients et défendre ses produits. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Thomas. J'ai rien à rajouter, hormis le fait que tu prends vachement les choses à cœur quand même. Enfin, on sentait ta conviction quand on parlait, c'était incroyable. Ouais, bah je suis convaincu qu'Intel fait des choses. Enfin, il pourrait tellement faire autrement. En mode, ouais, c'est moins bien, mais regardez, au final, avec du 14 nanomètres, ils pourraient tourner comme ça, mais ils tournent pas comme ça. Ils font tellement. Enfin, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas logique. Enfin, moi, je suis vraiment. Je comprends pas en fait. C'est juste ça. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. C'est tout. Ouais, sûrement. Oui, oui, Voilà, il y a moyen de faire mieux, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de conviction en ce que je dis, c'est que c'est nul ce qu'ils font. Ils pourraient faire d'une autre manière. On sait qu'Intel est derrière, c'est un fait, ils l'ont même reconnu officieusement. Bon bah voilà, bah tant pis. Mais ils peuvent vendre d'autres choses et ils peuvent se défendre d'une autre manière que de mentir et de s'enfoncer. C'est ça qui est dommage. Je pense que Intel peut revenir et moi je suis pas, enfin, je commence à devenir quand même, sans vouloir, un pro AMD. Mais le jour où Intel revient avec des choses intéressantes, moi je serais très content de retourner chez eux. Ils ont quand même des avantages qu'AMD n'a pas et voilà, vice versa. Mais aujourd'hui c'est plus le cas et c'est dommage quoi. Intel il pourrait faire mieux. Enfin, ouais, je suis déçu. Voilà, je suis un peu déçu de leur comportement tout simplement. Voilà, voilà. On passe à la suite avec ok, ok. Bah oui, on va un passer à la Ryzen suite, 4000. hein, les Ryzen 4000. Eh oui, et le X670 pour fin 2020. À noter que non, c'est le B400, le B550 n'est toujours pas sorti. Je pense qu'il n'y en aura pas. Pour info, le X70 c'est on va dire le haut de gamme et les plateformes en B sont les plus abordables. À titre d'information, par exemple, les Ryzen 2000, par exemple, c'était du X470 et du B450. Et le B450 est plus abordable que le X470. Voilà. On est au même stade, hein, ça existe toujours, sauf que pour les N2, on n'a pas eu de B550. Et vu là où on est avancé, il n'y en aura peut-être pas. Toutefois, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, bon, déjà les N3 seront en 7 nanomètres plus, ça c'est sûr. Mais un truc que moi j'étais surpris, c'est que ça va pas sortir comme on a l'habitude vers l'été, ça sortira fin d'année. C'est très rare, AMD, là, depuis que Ryzen existe, c'était chaque fois autour de juin-juillet que les processeurs étaient mis en vente. Les annonces étaient faites en mai, généralement. Et là, on est en fin d'année, donc c'est assez étonnant. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils veulent vraiment bien développer le 7 nanomètres plus, etc. Et puis, ils ont le temps. Il n'y a plus Intel derrière. Et je pense qu'ils sont en mode, tant pis, on peut reculer un peu. Et voilà, c'est pas mal. Donc on passerait sur du Zen 3, pas du Zen 2 plus. Ce qui est un peu étonnant parce que enfin, je sais pas trop comment ils ont choisi leur Parce nom que de du coup, code. déjà qu'actuellement, moi, j'ai du mal à retenir que les N2 c'est dit 3000. Là, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des N3 qui sont dit 4000. Bah, il garde le décalage. Ils auraient dû, au lieu de dire Zen plus, dire Zen 2 tout de suite. Même si je pense qu'il y a une plus grosse évolution entre le Zen 3 et le Zen 2 Zen plus, que entre le le Zen Zen. plus et le Zen. Ouais. Ouais, Voilà. je pense que c'est ça, ouais. Mais en tout cas, intéressant, comme d'habitude. Il n'y a pas de grande surprise si ce n'est la date. Moi, personnellement, je suis assez surpris, mais je pense qu'ils ont le temps maintenant. Et du coup, il y aurait le X670 qui ferait suite au X570 et qui, on espère, sera peut-être un peu moins cher parce que le X570, même s'il a baissé, il est cher ce chipset.
le PCI 4, bonjour. Et puis voilà, globalement. Donc ouais, Intel a encore du souci à se faire, encore une fois, mais on verra. Encore et Parce toujours. que c'est 2021, fin 2020, ouais, j'ai rien dit, fin 2020. Alors probablement que tout ne sortira pas en 2020, je pense qu'il y a des trucs qui sortiront début 2021, je pense aux plus gros processeurs en Zen 3. Mais voilà, du coup, ils vont sortir leur gros mastodonte en Zen 3, donc en 7 nanomètres plus, quand Intel devrait sortir ses premiers 7 nanomètres. Voilà, Enfin, nous verrons bien, quoi. exactement. Et ensuite, bah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le Zen 4? Alors AMD aimerait bien faire du 5 nanomètres, et justement, bah, le 5 nanomètres chez TSMC, c'est vraiment bon. Oui, le 5 nanomètres de TSMC, d'après ce qu'on sait, on serait déjà à 50% de rendement pour le 5 nanomètres, du coup le Zen 4. Ce qui est assez incroyable parce que quand on sait que c'est pas censé sortir l'année prochaine, mais encore l'année d'après, voire peut-être même l'année encore d'après. Donc, quand on sait qu'ils ont déjà 50% de rendement, ça nous donne pas, on n'a pas trop peur de l'avenir. Voilà. Ah, Quand c'est ils nous clair. disent on a 50% de rendement aujourd'hui, je pense que dans 2 voire 3 ans, ils ont un taux de rendement qui leur permettra une super rentabilité financière. En Donc sachant que globalement, 50% de rendement, excuse-moi, mais c'est 50% qui sont nickel. Le truc, c'est que les 50% restants, c'est pas des trucs qu'on jette, c'est juste on va enlever un cœur ou deux parce qu'ils peuvent pas être exploités. Mais 50% de rendement, c'est des trucs corrects. Le reste, on les bride un peu et c'est déjà le cas en 7 nanomètres. Donc théoriquement, si on prend le rendement en général, ils sont plus encore. Mais 50% de parfait, on va dire. Enfin, parfait, très bien. Voilà. Donc voilà, ce serait un truc assez incroyable. Par rapport au 7 nanomètres, on est 1,8 fois plus dense. On peut augmenter de 15% dans la fréquence pour une même puissance, une même consommation, je crois. Enfin voilà, c'est assez incroyable, hein. C'est un truc de fou Ouais, quand même. c'est pas mal, hein. Le 5 km qui est donc en avance, enfin TSMC en avance sur son calendrier, hein, ils l'ont clairement dit. Et surtout, ils ont dit que la production mettrait moins de temps à être migrée du 7 au 5. Enfin, voilà, parce que le procédé est plus proche que du 12 au 7. Donc du coup, ils ont dit que ça serait plus simple de le mettre en place. Moi, je me fais pas de soucis pour TSMC de toute façon. Ils ont déjà le lead sur tout ce qui est 7 nanomètres. Ils vont certainement bien s'en sortir sur le 5. Et on a Mais clairement ils ont le AMD qui a lead, c'est dit, les seuls même, je crois. ouais, en 7, oui, oui, t'as raison, parce qu'Intel est pas là Oui, c'est les et... seuls, hein. Ah, C'est les seuls, hein. ouais. Ils fournissent Apple, Huawei, AMD. Je crois qu'ils fournissent le 7 nanomètres de Nvidia, Nvidia. ouais. Voilà, il Et y a Samsung bientôt. qui arrive. Il Ouais, y a et peut-être Samsung qui Samsung, arrive. mais ou alors c'est bientôt. Mais voilà. Ouais, en tout cas, une Ouais, chose est donc sûre, c'est que ouais, Apple va certainement être dans les premiers à en bénéficier. Peut-être pas cette année, mais plutôt l'année prochaine, je dirais. Cette année, c'est peut-être un peu tôt encore. Apple, le 5 nanomètres, j'avais entendu 2021. Ouais, ce serait plus logique. Du coup, 2020. Mais Quand je dis cette année, c'est 2020, bah, hein, attends, là, évidemment. cette année, c'est le 7 nanomètres qui vient de sortir. Ou Ouais. c'était l'année dernière déjà? Non, c'était l'année Non, dernière, c'était Apple, cette année. 7 nanomètres. Non, Apple était déjà en 7 Attends, nanomètres l'année dernière, je crois, hein. bah j'en suis pas sûr, hein. Non, je crois Pour que c'est moi, cette ils y année. étaient. Pour moi, ils y étaient l'année dernière et que là, ils ont fait un. C'est AMD qui sortait en 7 nanomètres cette année. Non, parce que tu te souviens, à la keynote, ils avaient dit ouais, on a un moins de grosse différence cette Ah année. ouais. Mais attends, mais parce que là, c'est le. Ah bah non, c'est les 11 qui sont sortis cette année. Oui, le Oui, premier oui. iPhone 7 nanomètres, c'est le Oui, c'est le 10S. 10. C'est le 10S. Ouais, ouais. Non, c'est ça. 10S. Donc c'est Ouais, c'est ouais, bien la ouais. deuxième année qu'ils ont du 7 Ah, nanomètres. je m'embrouille. Ah oui, c'est la deuxième Ouais. année qu'ils sont 7 nanomètres. Bah, ils Ah, sont ça... techniques. ah, Ils ont un 7 du nanomètres coup, amélioré. du coup, ils auraient peut-être le 5 dès l'année prochaine. C'est kiff-kiff. On verra. On verra. On Mais verra bien. en tout cas, une chose est sûre, c'est que Apple va faire partie des premiers, AMD suivra, Huawei et compagnie, etc. Enfin, tous ceux qui font appel à TSMC et qui collaborent avec eux vont vite en bénéficier. Voilà. Et au final, TSMC commence à être incontournable, en fait, parce que, comme on l'a dit, ils sont un peu tout seuls. Et en plus, Ah, ils avancent sur le processus de gravure en 3 nanomètres. Donc ouais,
Bah, le truc, c'est que depuis l'iPhone 6S Gate, il y avait eu un souci parce que dans les iPhone 6S, il y avait deux processeurs. Donc, la moitié fondue par TSMC, l'autre moitié fondue par Samsung. Et faut savoir que la finesse de gravure, c'était pas la même. Je sais plus les chiffres, mais je crois que c'était du 14 et 12. 14 chez Samsung et 12 chez TSMC. Et du coup, c'était avéré que le processeur de TSMC était un peu plus performant, ce qui rendait les iPhone 6S TSMC plus performants que les iPhone 6S Samsung. Et ça a fait un petit peu un scandale parce que oh, je paye le même prix, j'ai pas la même chose. Enfin, voilà, comprenez un peu, Ouais, les gens se c'est sont vrai. plaints. Et du coup, euh, dès la fin de l'année qui a suivi la sortie, Apple il a donné max d'argent et des investissements monstres chez TSMC pour que TSMC grossisse d'un seul coup pour pouvoir répondre à la demande de production d'Apple. Et bah, comment te dire que quand tu as plein d'argent qui rentre, tu fais des investissements. Et quand en plus tu as un deuxième client qui est en train de grossir à vitesse folle qui s'appelle AMD, qui euh, avec- bénéficie un peu de ses investissements parce qu'il investit lui aussi et sort les Ryzen et monte encore d'un seul coup beaucoup plus vite, ben TSMC, lui, il a comment dire, il a ses et Huawei aussi, voilà, Ouais, il y avait Huawei, hein. ces trois plus gros clients qui d'un seul coup se sont mis à investir de ouf chez eux. TSMC niveau production, Ils ont là décollé, hein. en 5 ans ils ont peut-être fait x20, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Peut-être même plus que ça, hein. Et c'est sûr que quand tu as de l'argent qui tombe de partout, que tes deux clients mobiles demandent à peu près la même chose et que derrière tu as un client x86 qui lui il est là en mode t'inquiète, t'auras plus de. Enfin, je pense que TSMC se fait plus de marge avec les Ryzen qu'avec Apple, parce que Apple négocie bien, mais, euh, mais voilà. Je pense que ça les a beaucoup aidés ces derniers investissements. C'est un peu Ah, marrant c'est ces petites clair, hein. anecdotes en mode il y a quelques années personne ne connaissait TSMC. TSMC a C'est commencé vraiment vrai. à se faire connaître grâce à ce petit gate, ce petit problème avec les iPhones assez marrant. Et au final, ils sont devenus incontournables. Ouais, ils sont leaders en fait, hein. Globalement, même Samsung, enfin, Samsung communique beaucoup moins aussi, donc ils peuvent nous avoir des surprises. Mais il y avait qui un dernier? Il y a plus grand chose en fait, hein. Il y a Samsung, il y en Bah, a il un y a dernier. Global Foundries, mais je sais même Ouais, il pas y a s'ils Global Foundries fournissent. aussi. Et eux, ils ont clairement dit que le 7 nanomètres, ils abandonnaient, Ouais, d'ailleurs. Du coup, voilà, des ouais, ils sont fondeurs, il n'y en a tranquilles. plus beaucoup. Il doit y avoir un fondeur européen aussi, mais le 7 nanomètres, c'est pas pour tout de suite. Je suis même pas sûr qu'ils soient en 14. Enfin voilà. Après, faut comprendre que il y a d'autres fondeurs qui existent, mais ils font pas du tout les mêmes types de processeurs et du coup, on n'est pas du tout sur la même finesse de gravure. Je sais pas si vous Ouais. connaissez les Arduino. C'est pas un gros, enfin c'est pas un fondeur ultra connu qui fait les puces d'Arduino, mais en même temps les puces d'Arduino, j'ai envie de dire, j'investis 10 000 euros et je monte une usine pour faire des procos parce qu'ils sont pas compliqués comme processeurs. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc voilà. Alors que là, c'est pas quelques milliers d'euros, c'est quelques millions, voire milliards d'euros qui sont investis. Ouais. Mais en tout cas, je pense que TSMC a des clients, ils vont encore les avoir. Et surtout, les grosses boîtes, surtout les trois clients, ont confiance en TSMC. Il y a énormément de demandes et bah, ça marche bien en fait. Genre, je sais pas, moi j'ai un 3600, j'ai pas à me plaindre de la finesse du set ou quoi. Et globalement, il y a peu de gros soucis majeurs avec TSMC sur leur finesse de gravure et avec ce qu'ils vendent. Apple se plaint pas, AMD se plaint pas. Bon, ils ont trop de demandes, mais on peut pas les blâmer sur le fait qu'ils mettent un peu de temps parfois à livrer leurs trucs. Mais que, après, genre, c'est enfin, c'est une boîte de confiance et pourquoi changer? Ça marche bien, ils ont des technos très bonnes, ça sert à rien. Enfin, genre, ils sont très bien. Les boîtes qui investissent vont rester là. Voilà, Voilà. voilà. On va clore un peu le débat pour Ouais, parler un peu des sujets suivants, parce que là, on commence à s'éterniser un peu. ouais. On va Un petit parler truc très cool, de l'ouverture Nvidia. de Nvidia sur autre chose que sa techno principale de synchronisation, qui est le G-Sync. Je te laisse en parler. Ouais.
Alors, effectivement, faut savoir que vous avez actuellement sur le marché, pour moi, on peut considérer ça comme deux types d'écrans. Ceux compatibles avec AMD, avec FreeSync, et un autre avec un type avec celui compatible avec Nvidia, le G-Sync. L'un n'étant pas compatible avec l'autre, si je ne m'abuse. Je crois pas qu'on puisse brancher. Oui, c'est ça. Enfin bref, l'un n'est pas compatible avec l'autre. On peut Le truc, brancher, c'est mais que du coup, on n'a pas forcément. Ouais, le truc, c'est que actuellement, si vous branchez, enfin, si vous voulez faire tourner, si vous avez une carte graphique à Nvidia et que vous voulez bénéficier du G-Sync, généralement les écrans coûtent plus cher, beaucoup plus cher. Enfin, genre, vous payez la techno. Du coup, beaucoup d'écrans autour de 100, 150 euros, vous êtes chez AMD, vous êtes avec du FreeSync. Quand Et vous l'avez, hein. Des fois, il faut monter un ouais, peu encore en prix, hein. quand vous l'avez. Mais en vrai, AMD, enfin, personnellement, sur beaucoup d'écrans, quand tu dépasses les 115 euros, tu les as facilement, généralement. C'est rare qu'ils les soient pas. En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Et Nvidia a dit que, bah, tout simplement, le G-Sync sera compatible avec le FreeSync. Bon, vous allez me dire, c'est trop bien, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Bon, il y a évidemment, comment dire? Bah, il y a une astérix, quoi. Tout ne sera pas compatible parce que il faut certains types de câbles, il faut certains écrans, certaines générations du G-Sync, etc. Donc au final, ça va être assez restreint. Toutefois, pour l'avenir, ça peut être très intéressant. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Moi, je pense avoir tout dit. C'est assez court, il Ce n'y a qu'il faut pas grand-chose à savoir, rajouter. c'est cette techno de synchronisation, ce qu'on ne dit pas et qu'on aurait dû commencer par là, c'est qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est vrai. Faut savoir que actuellement, votre ordinateur envoie, on va dire 60 images par seconde à votre écran, et votre écran il affiche 60 images secondes. Aujourd'hui, on a des écrans qui montent jusqu'à 144 Hz, donc 144 images secondes, voire plus, hein. J'ai vu passer des 220 et quelques, Oui, donc oui, assez fou. c'est normal, c'est normal. Mais c'est quoi le problème de ça? C'est que sur les jeux, on n'envoie pas un nombre d'images par seconde constant, étant donné que bah, des fois, il y a des moments où il y a énormément de calculs, et des fois, il y a moins de calculs, ce qui fait que des fois, c'est très facile d'envoyer 144 images secondes, et des fois, c'est impossible. On peut envoyer que 60 max. Après, ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur, bien sûr. Et du coup, l'idée du G-Sync et du FreeSync, le FreeSync dans une un peu moindre mesure quand même, c'est que votre carte graphique, si au lieu d'envoyer 144, elle envoie 71, un chiffre à la con, votre écran, au lieu d'afficher 144 comme il fait d'habitude, il va afficher seulement 71. Ça permet de synchroniser les images envoyées par l'ordinateur et les images affichées. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'image entre deux intermédiaires, de duplication d'images ou de trucs comme ça qui s'afficheront. Parce que le souci, en réalité, c'est que on va prendre avec des chiffres plus petits. Votre écran, il affiche du 60 images secondes. D'accord? D'un seul coup, votre ordinateur, au lieu d'envoyer 60 images secondes, il envoie 57. Ça vous paraît débile. Le truc, c'est que il y a 3 images, du coup, parce que 57, c'est plus petit que 60. Il manque 3 images. Bah, votre écran, il y a 3 images où il va afficher une réplication d'image d'avant. La même chose. Et le problème, c'est que ça crée des variations de fluidité dans l'image. Vous voyez? À des moments, il n'y a pas de réplication, à des moments, il y a de la réplication. Puis ça veut dire que d'un seul coup, à l'image, vous perdez d'un seul coup une image. C'est un peu compliqué d'expliquer si vous ne voyez pas très bien ce que c'est. Mais voilà, on va dire que le G-Sync, le FreeSync, c'est un confort supplémentaire d'affichage, l'écran. Ceux qui sont fans de FPS, d'avoir beaucoup d'images par seconde, si vous voulez augmenter encore d'un cran, il vous faut forcément le G-Sync ou le FreeSync. Le problème étant qu'aujourd'hui, les écrans FreeSync ne marchent qu'avec les cartes Nvidia, AMD, pardon, AMD, ouais, AMD. et les écrans G-Sync ne fonctionnent qu'avec avec les cartes graphiques Nvidia.
C'est un peu un souci. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intercompatibilité? Parce qu'actuellement, il n'y a pas réellement de standard. Le Il n'y a pas de standard, c'est le norme, hein. G-Sync et le FreeSync. De quoi? Il n'y a pas de norme en fait, ouais, il n'y a pas de. Et Il y a voilà, pas et de ce qui est en standard. train d'arriver actuellement, c'est qu'il y a une norme qui est en train de se faire. Et du coup, bon, pour AMD être compatible avec le G-Sync, voilà, hein, on va se brosser pour l'instant, je pense. Mais, mais Nvidia, qui est un peu plus large, bah, les écrans AMD FreeSync, ils sont un peu plus simples, on va dire. Le FreeSync est un peu plus simple à mettre en place que le G-Sync, d'où la différence de prix aussi. Et le FreeSync surtout est beaucoup plus proche du standard qui est en train d'être mis en place. Ce qui fait que Nvidia, tout ce qu'il a à faire, c'est à dire, bah moi, si je respecte le standard, je peux balancer sur du FreeSync. Et pour faire, là, je simplifie énormément, hein. Ça, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, là, c'est ce qui se passe. L'idée aussi qui plaît à Nvidia, parce que Nvidia sur le G-Sync, il a quand même un petit peu de royalties. Vous allez vous dire, c'est pas grand chose, mais sur des milliers, des millions d'écrans, ça fait du chiffre. Les consoles, c'est qui s'occupe du processeur et de la carte graphique des consoles? Est-ce que ce C'est serait pas AMD? AMD? Bah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à Nvidia? C'est de pouvoir aussi, alors là c'est dans un futur un peu plus lointain, que Nvidia puisse balancer sur du G-Sync. Bah ouais, tant qu'à faire, j'achète une super télé, parce qu'actuellement il n'y a pas ça dans les télés, mais admettons que dans quelques temps on va voir apparaître des télés avec le G-Sync. Bah, c'est-à-dire que si ta PS5 qui est à Xbox One, la suivante, je sais pas comment elle va s'appeler, euh, Le ils projet sont compatibles, Scarlett. le projet Scarlett sont compatibles avec le G-Sync, bah Nvidia va encore se faire un petit peu de thunes là-dessus. Bah Donc ouais. voilà. Donc c'est ça, l'idée qu'il faut un peu retenir, c'est que là le G-Sync va marcher, enfin Nvidia va pouvoir faire de la synchronisation sur des écrans qui sont seulement FreeSync, ou c'est l'inverse. En vrai c'est l'inverse, je suis en train de dire de la merde depuis tout à l'heure. Oui, alors ce que tu disais sur la télé, c'était vrai, parce que ça sort techniquement pour du FreeSync et ça pourrait aller dans du G-Sync, ça c'est vrai. Du coup, Nvidia pourrait dire, bah du coup, vous pouvez brancher une télé compatible G-Sync sur votre PS5, parce que bah, c'est la boîte AMD, on est compatible. Là, ce que tu disais était vrai. En revanche, oui, le reste du temps, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que votre carte graphique Nvidia pourrait se brancher sur une télé, un écran ou une télé, enfin bref, un écran en FreeSync. Mais il y a aussi l'inverse du coup. Ouais, il y a Enfin les voilà, deux, il y a deux cas de figure. l'idée c'est qu'il y a la création d'un standard qui est en train de se faire, que à terme il y aura une synchronisation, que vous soyez chez AMD, Nvidia et que vous ayez un écran G-Sync ou FreeSync, via cette normalisation. Après, ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que ce sera moins performant que si vous avez la bonne techno propriétaire. Mais avoir un truc pas 100% parfait, mais existant, c'est mieux que de pas l'avoir du tout. Exactement. C'est Et de toute c'est façon, surtout, c'est ouais. surtout ça qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'il faut rendre compte aussi, c'est que du coup, Nvidia n'y perd rien. Faut... Thomas l'a dit, il y a de l'argent quand même en jeu. Donc ils y perdent rien quand même. À partir du moment où il y a de l'argent à se faire, bien sûr, eux, c'est leur objectif quand même. Voilà, du coup, on s'est un peu éternisé là-dessus. Du coup, on passe à la Je suite. On m'en va parler excuse. de toute autre chose. On va passer. On va parler du Mac Pro. Alors, vous savez, l'espèce de rap à fromage là. Alors, ce qui a été dit. Il y en a qui aiment pas C'est ça. une grille d'aération. C'est super Donc, design. Arrête de te plaindre. alors là, on est Je peux même ici pas l'acheter. on a la config minimale qui est à 6 499 €. Et je te Ah laisse un ouais, petit peu nous parler de la suite, hein. Jérémy va vous montrer en live. Vous voyez, le processeur de base, c'est un Intel Xeon W 8 cœurs à 3,5 GHz avec un turbo à 4 GHz. On peut augmenter un peu la config pour passer sur du 12 cœurs, du 16 cœurs, du 24 cœurs, voire jusque du 28 cœurs. Assez incroyable. Et vous voyez que il y a quand même un
sacré Gap de paquet prix, hein. d'argent à rajouter, hein. Bah, Bah, c'est c'est-à-dire que de 6500, 8400 en plus, hein. 8400 en plus, quoi. on va rajouter tout de suite le Xeon 28 cœurs, hein, et Ouais. bim, vous passez à 14 900 euros. Alors là, ces procos valent vraiment cher. Oui, Apple fait. Fait de la Allez, marge. sur 8400 euros, ils font peut-être 3-4 000 de marge, hein. Enfin, faut enlever la TVA. Du coup, ça, en France, ça rebat un peu les calculs, parce qu'il y a quand même 20% de TVA, c'est assez énorme. Mais voilà. Donc oui, ils font de la marge, mais ça coûte quand même extrêmement cher. Ce qui est un peu plus... voilà, c'est la RAM. Alors là, la RAM chez Apple, depuis quelque temps, ça a toujours été réputé pour être extrêmement cher. Vous voyez que ça commence à 32 Go de RAM en 4x8. Alors, chez Apple, on privilégie la performance, hein. On va pas vous mettre 2 modules de 16, on vous met 4 modules de 8 parce que c'est 2 fois plus rapide Ouais, c'est en termes mieux. de bus. Mais on voit tout de suite que pour passer sur du 6x8 Go, donc on rajoute que 2 barrettes, hein, on rajoute 360 euros. On Je sait vous même laisse pas faire le c'est quoi la calcul, hein. fréquence. Ça doit être, ça doit être écrit quelque part. On va pas le trouver là, on n'a pas le temps. Mais je pense que c'est du 3000, au moins du 3200 MHz, je pense. Ouais, donc. Ouais, Après, c'est ouais, pas des j'avoue trucs. quand même. Ils nous donnent pas des trucs dégueux, hein. Faut pas non plus. Ça 16 coûte cher, mais gigas. effectivement. Mais 16 bon, là, ça gigas, fait 180 euros 360 euros. ça fait 180 euros la barrette de 8 Go. Ouais, tu peux quasiment trouver 32 à ce prix-là. 180 euros la barrette de 8 Go. Je viens d'acheter, les gars, 2 barrettes de 8 Go à 3200 MHz. J'ai payé 60 ou 70 euros les 2 barrettes de 8. Ce qui fait Ouais, 35 euros la barrette de 8. Là, c'est 180 euros la barrette de 8, hein. c'est un peu cher. Mais c'est pas grave, hein. C'est un peu cher. On poursuit. Mais bon, On 6 poursuit fois 16 avec. Go, plus Ouais, là, on 1200 commence à euros. monter. Là, je sais pas si ça. 96 Go de RAM, je sais pas si c'est le prix. Je pense que là, ça me paraît un peu plus intéressant. Enfin, un peu plus intéressant. En termes de rapport qualité-prix, bien sûr. C'est pas fait Mais, pour tout le monde, hein. On le mais, rappelle quand même, mais- ce c'est Mac trop il est cher. destiné ce Mac est destiné quand même à une certaine catégorie de personnes. N'êtes pas, c'est super Des cher. sociétés, surtout. C'est normal, ouais, surtout des sociétés, c'est normal. C'est des machines pour travailler des énormes tâches, pas pour Ouais, jouer des ou énormes pour. tâches et puis plusieurs années, hein. Oui, voilà. C'est pas un PC que l'entreprise va remplacer dans 2, 3, 4 ans. Celle-là, Parce que là, on est celle-là au le prix prend. du Dacia. Elle veut que dans 10 ans, l'entreprise, elle veut que dans 10 ans, il marche encore. Pour l'instant, on est au prix d'une Dacia. Ça a monté encore, hein, Mais bon. pas de souci. On est fou. Apple propose des barrettes de 128 Go avec 12 slots. Il nous propose 12 fois 128 Go, soit 1,5 téraoctets de RAM pour Oui, oui. 30 000 euros. Le prix d'une 308. Alors, on parle bien de RAM, c'est pas le stockage. Hein. Une belle 308 en plus, hein. Ah, ça, c'est la On RAM, hein. Il y a 1,5 Tera de RAM. Et c'est de la RAM, pas du. Actuellement, on n'a pas augmenté le SSD, mais il est que 256 Go, hein. Pour l'instant, on a plus de RAM que de disque dur. Voilà, voilà. Après, bien sûr, il y a le processeur graphique, le Radeon Pro 580X. Je sais pas combien il nous le facture pour l'instant, mais là, par contre, je vais être catégorique. Foutez de notre gueule. Le 580X, ok, c'est la version Pro, mais le 580X dans la config de base, mais vous foutez de notre gueule. Ils auraient au moins pu mettre le Vega 2 quand même dans la config de base, même si là ils nous le vendent quand même 3000 de plus. Attends, sur un tarif de base à 16 000 euros, voilà, faut pas déconner non plus, hein. Oh mec, je viens de voir un truc passer. Bientôt disponible, Radeon Pro W5700X avec 16 Go de GDDR6 et 2 cartes Radeon Pro What the fuck. Ouais, le doublé. Ouais, en GDDR6, Ah actuellement oui, c'est de parce que, GDDR5. sinon on peut prendre un Pro Vega 2 avec 32 Go de mémoire HBM2. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un concurrent du GDDR.
Mais voilà. Bien sûr, on peut en prendre 2 aussi, parce que tant qu'à faire, On n'est plus autant à faire un ça, 3000 maximum euros de prix. Hein. plaisir. On n'est plus à 3000 euros Et prix. Hein. puis, puisqu'on n'est pas assez fou, au lieu de prendre 2 Radeon Pro Vega 2, on va prendre 2 x 2 Radeon Pro Vega 2. Là, ça rajoute quand même 10 000 par rapport au prix actuel. Hein. Enfin, ça rajoute 13 000 par rapport au Radeon Pro 580X. Voilà, 13 000, c'est le prix d'une Dacia, en rappel. Pour 2 cartes graphiques. Enfin, mais ce qu'il faut capter, c'est que sur une carte graphique, il y a 2 GPU. Et qu'en plus, on met 2 fois cette carte bi-GPU. Ce qui fait qu'on a 4 GPU. 4 GPU qui ont chacun 32 Go de mémoire vive. Ce qui fait qu'on a 128 Go de mémoire graphique. 3 fois rien. Là, je pense que on est sur l'incroyable. C'est un peu ça qu'on a envie de vous montrer aussi, c'est que oui, le prix est aussi incroyable, mais le PC en lui-même, quand même, ce qu'on met dedans est assez incroyable. Bon, on a besoin de stockage. Hein. Quand on a 1,5 Tera de RAM, je pense que... On peut passer à 4 Tera de SSD, ouais. Bientôt 8, hein. Avoir au minimum 2 fois plus, c'est important. Voilà. Il y a aussi une carte qui avait été présentée, l'Apple Afterburner, qui permet d'augmenter encore la vitesse de décodage ou d'encodage, je sais plus, de flux vidéo. En gros, si vous pensiez si vous êtes du genre j'ai 4 GPU, c'est pas encore assez rapide, vous prenez un Afterburner et il vous prémâche le travail à vos GPU, et du coup vos GPU ils ont encore plus de capacité pour eux, quoi. disponible. Ils s'emmerdent. Vous voyez le prix, on est déjà à 62 000 euros. Et c'est pas fini. Mais c'est pas fini, parce que je pense que ce PC il va arriver où? Dans un open space. Là pour l'instant il est sur pied, on va peut-être lui mettre un petit châssis à roulettes. Tiens, ouais. il est vendu. Là par contre il se fout de notre gueule, hein. Franchement, 480 balles le châssis à roulettes. Ce qui fait que là on est à 62 420 euros le PC. Bah, c'est bon, gros, quand t'es à 62 000, tu peux en mettre 420 balles. Voilà. Tranquille. Quand t'as un Mac, moi c'est mon avis, le trackpad c'est la vie. D'accord? Donc, bah on prend la souris, non? Mais on va pas remplacer le track. Enfin, je sais pas. En vrai, la vérité, je prendrais une Magic Mouse. Une Magic Mouse. C'est exactement celle d'Apple. Je prendrais plutôt une MX Master de Logitech. Mais pour le prix, ça correspond à peu près. Alors, on va prendre la Magic Mouse et le Magic Trackpad. Parce que le trackpad Apple, it's the life. Et là, vous voyez qu'on est à 62 570 euros. Et on va commencer à faire une vidéo ASMR. On peut rajouter Final Cut? Parce que 62 568,00 euros, c'est incroyable. Mais voilà. Et puisque on peut faire toujours plus qu'est-ce qu'on va faire sur ce genre de machine? Du montage de Psychopathe avec plusieurs pistes en 8K. Et tant qu'à faire aussi de la musique de Psychopathe avec, je sais pas, des bitrates de plusieurs gigaoctets, parce qu'on est toujours dans l'excès. Le bitrate en gigaoctets, faut pas m'écouter, hein, parce qu'actuellement on est sur le classique, c'est 128 voire 256 kilobits seconde. Mais on peut moi j'aimerais bien voir du 1 gigabit seconde. Mais bon, je pense qu'avec cette machine, avec Logic Pro, ça doit passer. Et vous voyez que en rajoutant Final Cut Pro 10 et Logic Pro 10, on arrive à 63 127,98 euros. Mais what the fuck? Alors là, on peut acheter une belle voiture. Hein. Bah, comment dire que pour ce prix-là, t'as une Tesla Model 3 full option avec la conduite autonome. Bah, vous avez le choix. Une Tesla. N'empêche, on a le clavier avec pavé numérique, sans fil, dans le prix. Quand même.
Ouais. Genre, non mais je pense à... Non mais je repense, donc quand je dis ça, ça me fait rire parce que il y a encore 3-4 ans, de base, c'était pas un Magic Keyboard, c'était un keyboard filaire, tu vois. Là maintenant, on a des Magic Keyboard avec pavé numérique, parce qu'on a aussi des Keyboard sans pavé numérique, mais bon. Et truc assez cool, on les a avec le Magic Keyboard, on l'a avec les touches noires, comme sur les MacBook portables. Alors que normalement, les touches noires, c'était réservé au Magic Keyboard gris sidéral, donc le boîtier aussi était noir. Là, on a un boîtier gris classique, mais les touches noires. Bon, c'est du détail, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en fichent, parce que 63 000 euros, voilà, même à 16 000 euros de prix de base, je crois. Donc Ouais. voilà, d'une prix d'une Dacia presque suréquipée, euh, d'une On arrive à une belle belle Dacia Tesla, hein. suréquipée, là on a une belle Tesla. C'est pas la même gamme. Mais voilà. Bah, Donc voilà. c'est pour vous montrer un peu quand même on va dire Apple qui va toujours grand et tout. Bon, c'est pas pour Ah tout le bah, monde. Il y a quand même des c'est sûr clients. que Ça reste 1,5 intéressant de voir que c'est faisable. c'est sûr que 1,5 Tera de RAM, je sais pas à qui c'est utile pour l'instant, au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est Je intéressant de suis voir que sûr c'est que faisable. par exemple chez Disney, ils vont nous dire que 1,5 Tera de RAM c'est un minimum, mais mais voilà, moi j'ai pas le budget de Disney pour m'acheter un ordinateur. Ah, et un truc important aussi, vous pouvez vous refaire reprendre votre ancien ordinateur pour à peu près 1 000 euros. Voilà, au cas où vous pouvez faire descendre la facture de 1 000 euros, c'est toujours ça, hein. Bah ouais, mais ils reprennent quoi? Parce que s'ils me reprennent ouais, que tu me diras, le Mac Pro, l'ancien Mac Pro, il date de 2013. Mais le Mac Pro de 2013 que j'ai payé plusieurs dizaines de milliers que j'ai peut-être payé 25 000 euros, si tu me le reprends 1 000 euros, j'ai un peu le seum, tu vois. Eh ben on verra à cause. Mais voilà, pareil, si tu ramènes. Attends, mais t'imagines, tu ramènes je sais pas, un MacBook Pro, bah, disons le MacBook Pro 16 pouces là, qui vient de sortir, en version suréquipée qui doit coûter 20-25 000 euros. T'imagines, tu Qui le ramènes, reprennent il 1000 te balles. reprenne que 1000 balles. Il vient de sortir le bordel, vous êtes sérieux? Bon, je sais pas, ça fait combien de temps on est en train de délirer là-dessus, mais Ouais, voilà. ouais, ça nous a bien fait délirer quand on l'a vu, donc voilà, on vous partage ça. Voilà. On poursuit quand même avec Google et plus particulièrement Alphabet où ça bouge un peu. Oui, alors je vais reprendre l'article sous les yeux du coup, parce que merci des. C'est quand même incroyable hein, ce Mac Pro on peut monter à plus de 63 000 euros, mais waouh! Waouh! Et parle-nous un petit Donc peu voilà, d'Alphabet du coup. Alphabet. Euh, Info incroyable, franchement, je sais pas depuis quand t'es au courant toi, mais moi j'étais pas prêt quand je l'ai lu, j'étais là en mode mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Larry Page et Sergey Brin démissionnent. Est-ce que vous savez qui sont Larry Page et Sergey Brin? C'est Oui, les deux inventeurs du moteur de recherche Google. oui, oui, le petit Google moteur qui là qui est. Ça, c'est tout petit Google, hein, franchement. ouais, ouais, c'est Quelques milliards. Euh, ouais, ouais, Google, ben, vous connaissez, j'ai pas besoin de présenter. Faut savoir que Google, il y a quelques années, parce qu'il y avait trop de soucis d'activités différentes. En fait, il y a beaucoup d'activités différentes gérées par l'entreprise de Google. Et il y a quelques années, fondé. Ils ont fondé. Je sais pas si on peut dire fondé ou renommé. Enfin voilà. Il y a une société qui apparaît qui s'appelle Alphabet. Alphabet qui est aujourd'hui la maison mère de Google. C'est-à-dire que Google Search est une filiale de Alphabet. Euh, Larry Page et Sergey Brin, ils avaient déjà un peu, ils s'étaient déjà un peu éloignés de Google Search. Ils avaient laissé Google Search aux mains de Pichai. Euh, Sundar Pichai, donc qui est d'origine indienne, mais qui est quand même un expert, j'ai envie de dire. C'est devenu quelqu'un d'incontournable chez Google, étant donné que il était jusque maintenant le patron de Google Search, le grand patron de Google Search. Sergey Brin et Larry Page n'étaient que là en tant que patron de Alphabet, et du coup, ils étaient devenus très éloignés des affaires de Google. Ils géraient vraiment le bateau de très très haut, quoi. Et ce qui se passe, c'est que ils en ont marre et de surveiller quotidiennement Google et faut les comprendre quoi. Tu passes de adolescent
adolescent tranquille dans ton garage en train de développer des trucs et puis d'un seul coup t'es multimilliardaire. C'est compliqué à gérer une société comme Alphabet et Google. Et Pichai, il s'en sort très très bien et du coup ils ont décidé de quitter le navire. Ils restent au conseil d'administration et à eux deux ils ont la majorité du conseil d'administration des actions quoi. Et du coup en réalité ça reste les grands patrons, genre s'ils arrivent et qu'ils disent on n'est pas d'accord, c'est eux qui décident, voilà. Mais du coup c'est plus eux qui vont s'occuper des tâches communes on va dire. Ce sera Sundar Pichai qui vient d'obtenir sa promotion et passe de PDG maître de Google Search à PDG maître d'Alphabet. Donc, il gère Google, les voitures autonomes Waymo, il y a la filiale Sadwalk Labs qui fait des villes intelligentes, Calico qui fait de la biotech, et toutes les autres sociétés qui appartiennent à Alphabet, à Il y en Google a un pour faire paquet, hein. simple. Et il y en a vraiment énormément et ça brasse beaucoup d'argent et voilà. Donc Sundar Pichai, nouvel homme fort de Google, d'Alphabet. Il était un peu dans l'ombre jusque maintenant. Aujourd'hui, c'est lui le grand patron d'Alphabet. Et Larry Page et Sergey Brin, ils se barrent. Après, il faut les comprendre. Je pense qu'ils en ont un peu marre. Et Et voilà. voilà, moi je pourrais pas. Je me vois pas à leur place gérer une entreprise comme Google. Enfin, je sais pas ce que c'est comme travail, mais c'est Trop de 100, responsabilités, hein. 100 000 personnes dans le monde qui travaillent pour Google, 136 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 et plus de 30 milliards de bénéfices nets. 30 milliards de bénéfices, voilà quoi, hein. C'est pas Je sais mal. pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il y a 30 milliards que on réinvestit, on se met dans les poches, enfin voilà, on se fait ce qu'on veut. Donc voilà. Après, bien sûr, Google est toujours dans la tourmente et tout, via de nombreuses affaires judiciaires, protection de la vie privée, gestion de données personnelles, Classique, les ça, hein. enquêtes antitrust. Enfin voilà, le truc. Et voilà, Sundar Pichai, il a l'habitude de gérer, il a l'air assez. À Enfin, il n'a l'aise. pas de souci avec ça, il est à l'aise avec tout ça. Enfin, il a l'air à l'aise avec tout ça, et voilà. Donc à 47 ans, donc il est 10-20 ans plus vieux que les créateurs d'Alphabet, il devient le grand patron. Voilà, je pense que j'en ai parlé un peu longtemps quand même Ouais. pour ce que c'est en réalité comme news. Mais voilà, je trouve ça assez cool quand même de. Bah, Assez ça cool. bouge. Google, c'est quand même une grosse boîte, quoi. Ça, Enfin, ça bouge. Est-ce c'est que dans nos c'est vies, vraiment quoi. cool? Moi, ça me fait peur quand même, un peu. On verra. Ils sont quand Mais même c'est. très, voire trop puissants. Ah oui, non, j'ai pas dit ça. Mais on Mais verra. voilà, du coup, ça bouge et quand les deux patrons se barrent, là, je pense que pour eux, ce sera positif. Pour nous, peut-être pas. Affaire à suivre. J'en profite pour dire que si vous souhaitez réagir, vous pouvez dans le chat. Si vous voulez faire des corrections, apporter peut-être des petites améliorations, quoi que ce soit, n'hésitez pas, ou des questions même, et on tâchera d'y répondre. Et salut Bibi77. On passe à l'article suivant, Bonjour. qui est Ouais, Qualcomm et qui n'hésitez repousse. pas à faire des remarques, hein, parce que là, je vais encore monopoliser la parole. Essaye d'aller un Et je petit sais que je peu. parle beaucoup. Qualcomm qui repousse les limites photographiques avec sur Snapdragon 865 et Thomas étant un très grand fan de la photo, il va pouvoir en parler à peu près 2h30. On t'écoute. Ah, c'est pas vraiment ça. C'est que oui, il y a les Snapdragon, je crois que c'est 855 et 865, des monstres de puissance, tatati tatata. Enfin, il y a La 5G. énormément de trucs à dire. La 5G, je crois que d'ailleurs ils sont que 5G, ils géreront pas du tout la 4G. Enfin, ils feront pas des modèles 4G, quoi. Ça fait qu'il va y avoir de l'évolution dans le monde dans le monde des smartphones et beaucoup plus rapidement que prévu parce que Qualcomm, qui quand même euh, est principal acteur de ces évolutions, si Qualcomm dit que 5G, tout le monde va faire que 5G. Parce que ça veut dire sinon rester sur du vieux Qualcomm et ça veut dire plus vendre de nouveaux smartphones. Et ça a obligé l'intégralité du marché à évoluer de façon rapide. Et ça, c'est vraiment cool.
Il y a Bibi77 qui demande quel est le programme de la soirée. Bah en fait, t'es en fin de soirée, j'ai envie de te dire. Ça fait 1h10 qu'on parle, si je dis pas de bêtises, corrige-moi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. On a parlé meilleure vente de processeurs sur Amazon, on a parlé Intel qui veut faire du 1,4 nanomètres, on a parlé de nouveaux transistors, il y a Ryzen 4000, globalement les nouvelles techno autour de Nvidia et AMD, enfin ça avance quoi. On s'est fait un petit délire Mac Pro, parce que le Mac Pro monte à 63 000 euros si on met tout au Si on met max tout sur le le site max, ouais. d'Apple. Et On voilà. a fini par Et Google, on pour l'instant. oui. Bah, il était là, je pense. Ouais. Et là, on Et parle puis, vite fait du Snapdragon 865 et d'une petite Tesla. voilà. Et puis, on parlera aussi vite fait d'enjeux. Et si tu souhaites, il y aura la rediffusion d'ici quelques jours avec tout en description. Tu pourras accéder facilement aux différentes matières. Il y a tout. Donc, il y aura la table des matières en description. Donc, voilà. Si tu souhaites regarder, il y aura la rediffusion sous quelques jours. Voilà. Voilà. Du coup, je vais m'attaquer un peu au fil du sujet. Ce petit Snapdragon 865, il y a énormément de trucs à dire, mais au final, pas tant de trucs que c'est intéressant. Enfin, c'est l'évolution et on vous en parle depuis quelques semaines déjà, au fur et à mesure de l'émission, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Bah voilà, c'est la La concrétisation concrétisation. concrétisation de tout ce qu'on a raconté jusque maintenant. Le seul point qu'on s'attendait pas forcément et qui est assez incroyable parce que m'intéressant beaucoup au milieu, comme Jérémy l'a dit, il y a des choses intéressantes à en tirer. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est un monstre de puissance, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les grands maîtres dans nos boîtiers photo favoris, donc chez Panasonic ou chez Sony, on monte sur du 4K 60 images secondes, voire de la 6K sur quelques modèles, mais encore c'est de la 6K tranquille, hein, de la petite 6K, hein. Enfin de la 6K 30 images secondes, quoi, pas plus. Oui, on a après des grosses caméras qui font beaucoup mieux, mais les grosses caméras, on les vend à plusieurs milliers d'euros. Là, on sera sur des smartphones je pense, à partir de 600, 700 euros. On pourra trouver ces processeurs-là d'ici un an. Donc voilà, on est quand même sur du grand public. C'est ça vraiment qui est incroyable. Au calme, franchement, c'est ce que j'ai retenu. Ils ont annoncé au calme, les gars, on va faire de la 8K. Mais pas, enfin, en écriture 30 images secondes et en lecture 60 images secondes. On va vous lire de la 8K à 60 images secondes pour pour des smartphones grand public. Donc pas cher en réalité. Il y a Bibi77 qui pose une petite question. Je te laisse la lire. Du coup, voilà, il nous propose Ouais. quand même de la 8K à un prix défiant toute concurrence et de la 4K jusqu'à 120 images secondes. De la 4K, les gars. Ça fait 2 milliards de pixels digérés par seconde. Après, les chiffres un peu ouf, 18 modules caméra maximum en même temps, jusque 200 mégapixels chacun. 200 mégapixels. C'est vraiment le processeur, la partie photographique de ce processeur est tout simplement hallucinante. Genre, il mange tout. Et quand on le compare avec les plus gros boîtiers photo qu'on voit aujourd'hui, qui sont à partir de 2500 voire plus euros, ils rivalisent pas du tout, en fait. Et c'est ça qui est un truc de malade. 2 milliards de pixels par seconde dans cette ISP. Donc l'ISP, c'est le processeur photo. Bon, il présente, je vous laisserai aller voir l'article qu'on a mis. Pour pouvoir accéder à des vitesses pareilles, ils ont changé le process. Ils ne gèrent pas un pixel par cycle, mais 4 pixels à la fois, ce qui fait que on va pas 4 fois plus vite, mais on va déjà 2 fois plus vite, je crois, au moins. Donc voilà, parce que l'idée aussi, c'est de faire du multithread. Parce qu'on va pas faire du monothread sur de la photo. Vous imaginez bien que pour gérer un flux 8K en monothread, l'idée c'est que le broco il tourne à fond et il brûle. Donc là, il faut trouver des moyens de quelque chose qui normalement est difficile à faire parallèlement, le rendre parallèle. Enfin voilà, ils ont fait un travail énorme et je sais pas ce que je vais rajouter. Qualcomm est premier du coup sur la 8K devant tout le monde et
devant tout le monde aujourd'hui, ça veut dire Samsung, Apple, Huawei. Je ne sais pas si la concurrence va arriver rapidement. Apple, oui, va faire des trucs pour arriver vite. Et en plus, ils ont des procos en 7 nanomètres, du coup, ils peuvent arriver vite. Mais voilà, ils font. Enfin, ça gère. Ouais, c'est ça qu'il faut voir, ça gère de ouf. Et après, pourquoi est-ce qu'ils sont capables de nous faire un processeur qui gère la photo, la vidéo aussi facilement, qui gère l'image aussi facilement par rapport à nos boîtiers, à nos vrais boîtiers de photographes qu'on aime bien. Euh, c'est que les boîtiers photo, on va vendre quelques milliers d'exemplaires, quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Là, ce processeur-là, il va être écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, voire même plusieurs millions. Ce qui fait que, oui, on fait beaucoup de volume, on fait beaucoup de chiffres. Du coup, niveau investissement, bah, on peut se permettre un budget recherche et développement qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus élevé avec le monde de la photo. Et ce qui fait qu'au final, bah, on fait des technos de psychopathes. Et moi, ça m'étonnerait pas dans quelques temps de voir Sony adopter du Qualcomm. Ça serait dommage parce qu'ils n'ont pas besoin de tous les à côté, mais ce serait pas étonnant vu la puissance du bordel. Et après aussi, il faut voir que à côté de ce processeur d'image, directement à côté, on a un processeur d'intelligence artificielle. Ce qui fait que l'image est même pas encore totalement traitée, que, admettons, l'intelligence artificielle peut déjà commencer à faire sa magie et son travail. Donc on a vraiment un truc ultra rapide, ultra performant, de malade. Enfin, moi c'est ça que je vois. Et bien sûr, ça remplacera c'est pour mettre dans des smartphones, ça remplacera jamais nos bons vieux appareils photo parce qu'ils ont quand même encore aujourd'hui des avantages physiques sur la photo. Mais sachant que logiciellement parlant, avec la puissance qu'on a, on est capable de faire des trucs de fou. Enfin, les nouveaux téléphones maintenant, ils font du bokeh artificiel avec l'augmentation de l'intelligence artificielle et tout, on voit des trucs de ouf apparaître. Et avec des processeurs comme ça, il y a du très très lourd qui arrive, quoi. Voilà. Je sais pas si t'as un petit truc à rajouter, Jérémy, et si t'as envie de répondre aux commentaires à voix haute. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Justement, c'était ça, le fait que, bah, au final, il faudrait presque que les boîtiers, c'est les processeurs de Qualcomm. Ce que tu disais, c'est dommage, etc. Mais en soi, genre, voilà, ça compenserait, etc. Ça pourrait me permettre d'avancer plus vite, je pense, côté monde des boîtiers, etc. Après, j'ai envie de dire, rien d'étonnant. On va toujours vers la surenchère, entre guillemets. Et je pense que on n'a pas fini. Ah oui, là, clairement, faire cette annonce fin 2019, c'est marketing. Ils sont là en mode, on peut le faire, on vous assure qu'on peut le faire, si vous voulez essayer, ça marche. Mais bien sûr, ça va pas nous servir tout de suite. Je vois pas un téléphone dès 2020 filmé en 8K. Après, derrière, il va aussi y avoir des contraintes d'objectifs. Parce que là où la 4K c'est déjà du 8 mégapixels, la 8K c'est du 33 mégapixels. Aujourd'hui, les smartphones n'ont pas des capteurs qui permettent de faire du 33 mégapixels. Mais bon, si le processeur est prêt, les capteurs ont le temps d'évoluer. Parce que on sait derrière que le processeur de toute façon sera pas limité. Par rapport à il y a quelques années où le processeur était limitant, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc voilà, on verra bien comment ça évolue. Mais enfin voilà, c'est quelque chose que je veux vous partager parce que moi ça m'intéresse, c'est assez cool. Voilà, Effectivement. voilà. Est-ce que on peut répondre à Bibi? Moi, C'était j'ai quoi sa tout question? répondu déjà. Ah, t'as tout répondu en commentaire. C'était l'histoire de la RTX 2060, etc. Si tu veux, genre, il nous reste deux articles, on pourra en reparler en fin d'émission. J'en reparlerai un peu plus en détail si tu restes. D'accord, on fera Voilà. Un un peu petit, en petit retour un hardware. petit brief. Ouais. Tu vas peut-être nous parler rapidement de Orange. On a une petite news à caler. Voilà, alors ça va être assez rapide. Orange annonce la fin du cuivre pour 2030 en France. Certains vont peut-être se faire quoi. Alors, faut savoir qu'actuellement, enfin, je pense que beaucoup de gens le sachent, vous avez plusieurs technos qui sont sur les télécoms. Vous avez le cuivre et vous avez la fibre optique. Il y a quelques variantes, mais on Du va coup, les le ignorer. cuivre, c'est la DSL. Voilà, le cuivre c'est la DSL et au final, quasiment tout Jusque le monde est dessus. une grande majorité. Quoique, il y a quand même quelques millions de personnes maintenant qui sont en fibre, hein. Ouais, mais je veux dire, si vous n'êtes pas en fibre, vous êtes forcément sur du cuivre. Sachez-le. Voilà.
Du coup, comment vous dire? Euh, Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, la fibre se déploie très vite en France. Il y a eu des articles qui en parlaient justement. Depuis un an, le déploiement est très rapide. Et si on prend certaines régions de France, notamment l'ARCEP qui avait fait ça, il y a certaines régions où au final, le déploiement est vraiment très fort. On peut citer, il y a un morceau du côté de Lyon, il y a aussi l'Oise, qui est quasiment totalement fibré. Et du coup, voilà, ça se déploie très vite, surtout en milieu rural où là, forcément, ça met du temps. Et ben au final, ça se déploie un peu aussi. Ça va, ça avance. Et donc, Orange a dit, de toute façon, le cuivre, donc ce qu'on utilise actuellement, la DSL, à terme, c'est plus viable. Je veux dire, on arrive à de plus en plus gros flux de données. Et Internet ne suit pas sur des réseaux comme ça. Il faut forcément passer par la fibre ou des futures peut-être nouvelles techno, je sais pas. Donc, Orange a annoncé qu'en 2030, le cuivre sera démonté. Donc ça va se faire progressivement. D'ici quelques années, les obligations tarifaires vont sauter sur le réseau cuivre. Donc les opérateurs pourront pratiquer des tarifs plus élevés sur la DSL et donc favoriser la fibre. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça peut arriver. Ensuite, la fin du SAV pour tout ce qui est fibre, puis la fin des achats de contrats, puis au final, le démontage du réseau qui est prévu donc en 2030. C'est ce que Orange a annoncé, c'est ce qu'ils veulent faire, en sachant qu'Orange a tout le réseau cuivre en fait, puisqu'ils ont hérité de France Télécom qui était l'opérateur public. Donc c'est normal qu'ils aient annoncé ça. Mais voilà, je pense avoir tout dit. Donc la fin du cuivre, personnellement, c'est pas étonnant. Déjà que tout ce qui est appareil, les téléphones fixes, on sait que ça va progressivement pas être constamment proposé dans les offres. Parce qu'avant, actuellement, vous achetez une offre. Je crois que ce sera bientôt arrêté. On pourra plus Ouais, le commercialiser. Et avant 2030, du coup, le téléphone sur réseau cuivre ne fonctionnera plus. Parce que ouais, là, ouais, c'est on ça. parle bien d'Internet, hein. On parle pas du téléphone. Le téléphone, ça sera fini plus vite. Bon, après, Ouais. rassurez-vous, pour ceux qui sont sur le live, ça m'étonnerait que chez vous, ça soit un téléphone cuivre. Je pense que vous êtes en téléphone IP via votre box Internet, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Ouais. Mais bon, enfin, c'est les évolutions normales. J'ai même envie de dire. Après, c'est peut-être mon point de vue de jeune con, comme dirait mon grand-père. Mais je suis un peu violent, euh, mais enfin, ça devrait déjà évoluer. C'est pas normal. Enfin, le problème, c'est que mélanger les infrastructures, ça ralentit le développement des nouvelles parce que les gens veulent pas migrer. Parce que vous comprenez, on va quand même pas changer notre petit confort. Sachant que Orange a développé aujourd'hui des solutions pour les gens qui veulent pas de box internet, juste un boîtier qui permet de faire passer le système en IP pour les téléphones. Du Ouais, coup, donc globalement, les il y téléphones a des, qui cuivent pour tout ceux qui court, c'est connaissent rien nickel. et qui comprennent rien, il y a déjà des trucs qui existent. Ouais. Donc, pour C'est faire les normal au migrations final. proprement. C'est Donc normal, voilà, c'est la suite logique. c'est des suites logiques. Tout Tout classique. simplement. On passe au dernier article, je réponds juste après BB77, on n'a pas pour longtemps normalement, à part que Thomas il soit content, enfin il Dans, est content ça. Une Tesla Model S a dépassé le million de kilomètres, c'est pas mal. Dis-nous en Alors, une plus. Tesla Model S qui a été achetée par un Allemand en 2014 dépasse la barre symbolique du million de kilomètres. Donc, c'est la première voiture électrique qui dépasse le million de kilomètres. Il faut savoir qu'en thermique, ça se fait aussi, mais je vais vous expliquer euh, en quoi, par rapport à du thermique, c'est incroyable. Parce que vous doutez bien que pour dépasser le million de kilomètres, on a changé les moteurs, on a changé les batteries, tout ça. Sur une voiture thermique, pour dépasser le million de kilomètres, euh, c'est plus les mêmes moteurs non plus. Est-ce qu'on considère toujours que c'est la même voiture? Je ne sais pas. Mais le numéro de série de la voiture, c'est toujours le même. C'est ça que je veux dire. Donc il a acheté une modèle S P85. Donc je crois que c'était le modèle milieu de gamme à l'époque. Parce que ça a changé hein, depuis. Faut savoir qu'il a remplacé 3 fois les batteries.
Donc la première fois au bout de 290 000 km, parce qu'elle était usée, morte. Et la deuxième au bout de 540 000 km. Et actuellement, il a toujours du coup la troisième paire de batterie et il a une capacité de 86%. C'est-à-dire aussi qu'il bénéficie des innovations. Il a des nouvelles batteries. On lui a pas remis des batteries à l'ancienne, hein. On lui a mis des batteries récentes. Ça veut dire quand même qu'il a presque 500 000 km au compteur avec la même batterie. Là où la première fois, il a fait que 300 000 km. Son premier lot de batterie n'a fait que 300 000 km. Là, il a presque 500 000 km au compteur avec ses batteries actuelles. Lui, ses moteurs, par contre, ont été remplacés 4 fois. Après, quand on dit 4 fois, il faut aussi prendre en compte que y a... Je sais pas comment... Il faut savoir qu'il y a 2 moteurs sur le modèle qu'il a. Un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Du coup, ça fait aussi augmenter le nombre de fois où il change le moteur. Ces premiers moteurs, ils étaient défectueux. Du coup, des problèmes sur les moteurs, il faut les changer plus rapidement. Ça, c'est un défaut de conception. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est Tesla qui paye. Et actuellement, il n'a plus trop de problèmes avec ses moteurs, parce qu'il faut savoir que ces moteurs actuels, ils ont 680 000 km au compteur. Je peux vous dire qu'il y a très peu de voitures thermiques où les moteurs tiennent presque 700 000 km. Toi, qui connais un petit peu plus en mécanique, c'est un peu incroyable. Bah, moi, je m'y connais pas forcément plus, mais il est vrai que Plus que moi. c'est quand même compliqué dans le sens où déjà, on se dit, déjà à 200 000 km, ouais, faut faire tel truc, faut faire À tel partir de machin. 200 000, à partir de 200 000 km, on considère qu'une voiture ne vaut plus rien. Ouais, Là, mais je c'est sais ça. pas. En voyant des chiffres comme ça, est-ce que la Tesla vaut plus rien après 1 million de kilomètres? J'en sais rien. Parce qu'au Un final, million, sa quoi. Tesla, C'est 1 million. Oh là enfin, ces moteurs, ils sont pas neufs, du coup, ils sont 1600 000 km. Mais est-ce que 700 000 km, là. Mais c'est ouf. combien ils peuvent faire de plus? C'est la Non, c'est question. ouf. C'est ouf, hein, vraiment, c'est ouf. Et c'est là où je vais vous dire un truc de ouf. Sur les 5 dernières années, ce heureux possesseur de Tesla n'a payé que 13 000 € de réparation hors garantie. 13 000 Franchement, ça euros. va. Hein. Bon, sur une voiture à 100 000 euros, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, en fait, non, sur une voiture à 100 000 euros, 13 000 € en 5 ans, c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 1 million de kilomètres sur n'importe quelle voiture thermique, ça vous coûte largement plus que 13 000 €. On va dire un changement de moteur tous les 400 000 km. Donc il serait sur son troisième moteur. T'as 15 000 € dans le cul. Hein. 2 fois. 30 000 €. Rien que pour les moteurs. Rajoute les freins, les pneus. Parce que là, je pense dans les 13 000 € hors garantie, il y a les pneus. Parce que des pneus Ouais, de Tesla, ça doit coûter un petit paquet quand bras. même. Mais voilà. Il n'y a que 13 000 €. On ne sait pas s'il a eu des accidents. Mais du coup, s'il y a eu des accidents, les 13 000 € vont pour les accidents. Parce que c'est du hors garantie. Il a changé l'écran à l'intérieur, inclus dans les 13 000 € du coup. Les poignées de porte, le système de refroidissement, de la batterie, des trucs qui ne sont pas comptés. Arrivé à 1 million de kilomètres, c'est que 13 000 €. Enfin, c'est rien. Oui, Je c'est ça, sais que. c'est Je sais ça. pas, je sais pas qui nous regarde, vous êtes peut-être jeune, vous savez pas trop ce que ça représente, mais une voiture ça coûte énormément d'argent. Et 1 million de kilomètres, 13 000 €, c'est gratuit. Ouais, ça, faut pas ramener le prix, les 13 000 € sur la durée. Faut le ramener au nombre de kilomètres. 1 million de kilomètres en 5 ans, c'est énorme. Je sais Bah même déjà, pas ce qu'il a fait, hein. déjà le Putain, mec, il a roulé, hein. il a abusé hein, pour faire 1 million de kilomètres en 5 ans, c'est un grand Mec, malade. c'est juste gigantesque. Genre, à titre d'information, je prends par exemple mes parents. Ils ont des voitures depuis 2000, ils sont à 300 000 kilomètres. Même moins. Ouais, ils sont Je peut-être peux à un bon vous 200 dire, 000. j'ai fait. Alors, j'ai un petit. Enfin, je suis étudiant, je sais pas si ça compte vraiment. On va dire que je fais. L'année dernière, je faisais en moyenne
On va dire, si je lisse un peu, 180-190 km par semaine. J'ai fait 10 000 km en un an. Enfin, faut calculer. Mais voilà, j'ai fait 10 000 km en un an. En faisant pas tant de déplacements que ça au final, parce que je faisais pratiquement 200 km presque tous les week-ends. Plus aller faire mes courses une fois par semaine, un truc comme ça. Enfin voilà, je roule pas beaucoup. J'ai fait 10 000 km en un an. Lui, en 5 ans, il en a fait 1 million. C'est-à-dire qu'il fait 200 000 km par an. C'est énorme. T'imagines, c'est ce que mes parents ont fait Mais en 20 ans. Je pense que mes parents, je regarde un peu vite fait mon père, je pense que mon père il doit faire 30 000 km par an. Ouais, mais Et il a 40 km pour aller au travail, je crois. Ouais, c'est ouf. Non, vraiment, c'est pour ça, faut le prendre en compte. Voilà. En tout cas, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année 2019. Voilà, on verra ce qu'il y aura. Voilà. Merci Et on n'a Thomas pas encore d'avoir, décidé de ce qu'on allait faire l'année prochaine. Hein. Mais Ouais. on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Ouais, Donc, on verra bien. En tout cas, à la semaine prochaine pour la dernière émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci Thomas d'avoir été avec moi. Et puis, à plus. Allez, à plus tout le monde.